C'est un honneur d'être là pour pouvoir parler de mon expérience. Enfin, pour moi, la D-School, ça a été une part très marquante de mon éducation et quelque chose que j'utilise, comme bien l'a dit, tous les jours. Je suis heureux aussi de voir des têtes connues de mon programme, donc ça fait plaisir d'utiliser ça aussi pour une réunion. Je suis le cofondateur de Madkoudou et j'habite en Californie, donc je m'excuse d'avance, mais je vais faire des anglicismes dans tous les sens et j'ai honte, mais on va faire avec. Très rapidement, je pense que les 3 points sur lesquels je vais insister beaucoup en fait pendant la présentation, c'est ce que j'appelle un petit peu le triptyque pour moi au moins du design thinking. C'est vraiment 3 éléments qui reviennent sans cesse et qui ont été, je dirais, cruciaux en fait dans la compréhension de ce qu'on pouvait faire avec. Donc il y a l'empathie, qui est véritablement comprendre en fait comment on va pouvoir aider l'utilisateur à la fin et vraiment avoir cette approche très user-centric. Le hacking, qui n'est pas du tout la conception un peu de la personne néfaste qui va essayer de pénétrer des systèmes informatiques, mais plutôt le côté du terme anglais to hack, utiliser des outils, utiliser quelque chose pour une fonction qui n'est pas celle designée à l'origine. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est justement d'utiliser des outils dans des contextes différents pour voir si on arrive à résoudre certaines solutions. Et finalement, on en a parlé, la collaboration, je pense que ça a été un gros élément pour moi du design thinking, de comprendre comment travailler avec des équipes différentes. Et je pense que c'est un gros élément qui peut manquer en fait dans des formations ingénieurs qui ne comprennent pas une interaction avec des gens qui ont une manière de réfléchir différente. Et donc on verra que ces 3 points en fait vont revenir très souvent dans l'ensemble de la présentation. Donc un petit peu mon histoire, ça commence en 2008 avec mon intégration à l'école des Ponts et notamment avec un cours de première année qui était le cours d'informatique. C'était vraiment la première fois où j'étais confronté à de l'informatique avec la possibilité de créer. J'avais fait MP Info avant d'intégrer, donc j'avais fait de l'informatique, mais c'était très très théorique et il n'y avait pas cette composante de création. Et en fait, un des premiers projets qu'on a fait dans l'année, c'était de créer une intelligence artificielle qui permettait de jouer à Othello. Et le but, c'était de faire une compétition entre les différents algorithmes pour qu'ils jouent les uns contre les autres. Et je dois avouer que la première fois que j'ai perdu contre mon propre algorithme d'Othello, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. On est parti d'un concept et à la fin, on a réussi à créer quelque chose de concret avec lequel on pouvait interagir, qu'on pouvait améliorer et où on pouvait vraiment créer. Et vraiment, cette capacité de créer, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Et ça a vraiment été un des cours les plus marquants pour moi de la première année au Pont. Et quand est venu le moment de choisir un petit peu la spécialisation en 2A, ce qui a été intéressant, c'est que je me disais, j'ai intégré les ponts c'est le génie civil, tant qu'à faire, autant aller en génie civil. Et très rapidement, au bout de 2 semaines, j'ai réalisé qu'en fait, le génie civil, c'était pas du tout pour moi. Et c'est pour d'autres gens, mais je réalisais qu'en fait, dans tous les cours de méca, je ne retrouvais pas cet aspect créatif que j'avais pu trouver dans le cours de première année. Et je remercie encore la direction de l'école pour ça, de m'avoir permis en fait de changer très rapidement et de passer dans la division en génie industriel, où là, pour le coup, il y avait des cours qui étaient beaucoup plus centrés autour de la créativité. Et un élément sur lequel je veux insister, parce que je pense qu'on va l'entendre dans d'autres parts, c'est pour moi, quelque chose qui a été marquant, c'est qu'il y avait presque un stigma en fait autour de cet élément du design thinking. On l'entend souvent, les post-it, c'est le Club Med, c'est tous ces commentaires qui en fait, moi, m'ont amené à vouloir aller en génie civil, alors que c'était pas ma vocation, c'est pas là où j'aurais dû aller, mais il y avait ce stigma derrière qui était assez lourd et qui était pesant. Et je suis vraiment content d'avoir réussi à passer outre ça et de m'être retrouvé dans la filière qui était vraiment la bonne pour moi. Et notamment, un des projets qui a vraiment été marquant cette fois-ci en 2e année, on avait un projet qui s'appelait Innovactor, qui était un mini ME310 en fait pour les 2e années. Et notre briefing à nous, c'était de repenser l'espace d'attente, notamment dans une clinique ophtalmologique. Et encore une fois, vraiment un sujet intéressant parce que on a passé énormément de temps dans la clinique, on a passé des heures à regarder des gens attendre pour leur consultation. Et vraiment cet aspect-là de l'empathie, de comprendre quel était le problème, nous a amené à réaliser qu'en fait, il n'y avait pas vraiment un besoin de solutions technologiques ou même de réduire l'attente complète. En fait, ce qu'on a découvert, c'est que la perception de l'attente était bien plus grande que l'attente elle-même.
Et qu'en fait, passer 15 minutes à attendre dans une salle d'attente de clinique, ça paraît une éternité. Et donc, on a commencé à vouloir s'inspirer d'autres endroits où il y a le même concept d'attente. Et on a pensé notamment aux avions, où un vol transatlantique, comme celui que je viens de faire, c'est très long. Et un des éléments qui a été utilisé pour couper l'attente, c'est en fait d'avoir le service de boisson ou le service repas. Parce qu'en fait, ça fait des micro-coupures où en fait, on crée l'attente de récupérer sa boisson. Et en fait, maintenant, on est en train de penser à quand est-ce que moi, je vais avoir mon plateau repas ou quand est-ce que je vais avoir ma boisson. Et du coup, on ne pense plus à un vol de 12 heures, on pense à des séquences potentiellement d'1 heure, de 2 heures ou de 20 minutes. Et donc, très simplement, j'étais jeune et ambitieux à l'époque, on s'est dit, faisons très simple, et pour tester notre hypothèse, prenons juste un chariot qui est disponible dans la clinique, prenons des bouteilles d'eau, et juste passons dans la salle d'attente, distribuons de l'eau, et donnons un questionnaire aux différentes personnes qui étaient dans la salle pour voir quel était le retour. Et le retour était incroyable parce qu'en fait, on a réhumanisé cet espace d'attente qui, pour eux, était complètement déshumanisant et qui était horriblement froid et qui générait énormément de stress. Et ce qui était vraiment intéressant, je trouvais, c'était surtout pour une école d'ingénieurs, en fait, ça a même été un peu dur pour la présentation finale parce que on n'avait pas de solution technologique, on n'avait rien de très compliqué en fait dans notre rendu. Ce qui avait vraiment été compliqué, c'était le fait de passer des heures et des heures et des heures dans les salles d'attente pour aller comprendre quel était le véritable problème que les gens avaient et que c'était un problème structurel. Donc cet aspect de need finding et d'empathie pour aller comprendre quel était le problème était vraiment critique. Et pour moi, ça c'était un élément vraiment marquant du cursus. Donc très rapidement, ensuite j'ai fait mon stage dans la Silicon Valley dans une start-up de 7 personnes. La Silicon Valley, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un écosystème, ou en tout cas à l'époque, il y avait un écosystème. Je pense qu'aujourd'hui, il est en train de se dégrader très fortement, qui est vraiment basé sur 3 gros piliers. Il y a le fait d'avoir du fonds institutionnel qui permet d'avoir de l'investissement dans les startups. Il y a des très bonnes universités, Berkeley, Stanford, qui permettent d'avoir des jeunes qui ont envie de travailler de longues heures. Et il y a du talent un peu plus senior. Donc il y a des gens qui ont fait du Cisco, qui ont fait des entreprises un peu plus stables et qui permettent en fait de leader ces jeunes. Je pense que cet écosystème est un peu en train de changer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un écosystème similaire en train de se créer à Paris. Mais donc dans tous les cas, ce qui était intéressant, mon premier projet, c'était de créer un algorithme de recherche pour l'équivalent de la FNAC aux États-Unis. Et au bout d'un mois, je me suis retrouvé à devoir présenter à l'équipe digitale cet algorithme de recherche qui améliorait le fait de trouver des résultats. Et ce qui a été le plus dur pour moi, c'était de sortir du cadre académique et de réaliser qu'en fait, à la fin de la journée, notre client, ça ne l'intéressait pas tant que ça de comprendre quelles étaient les formules qu'il y avait derrière, pourquoi on faisait du clustering, du k-mean ou peu importe la méthode. En fait, ce qu'il voulait comprendre, c'était quelle était l'amélioration pour l'utilisateur à la fin. Et vraiment, ça a été pour moi un autre learning vraiment important. Et je résume souvent avec cette phrase très connue d'Henry Ford qui disait que s'il avait écouté ses utilisateurs, il leur aurait donné des chevaux qui allaient plus vite, plutôt que la voiture. Et je pense que ça, c'est un élément critique dans le need finding et dans ce côté empathie, de comprendre que la solution proposée par l'utilisateur, c'est plutôt une illustration du problème plutôt que ce qu'il faut aller délivrer. Et que si on délivre juste la solution qui a été proposée par l'utilisateur, très régulièrement, on va être complètement à côté de la plaque. Et ça a été un des 2 gros learnings, je dirais, de mon époque, de mon année de stage chez Agile One. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on est passé à l'époque on avait 7 employés, on a fini à 30 à la fin de l'année, et la veille de mon départ, on a levé une série A avec Sequoia, qui est un des plus grands VC de la vallée. Et vraiment, le gros learning, c'était l'empathie, toujours mettre en avant ce qu'on va donner aux clients, et le quoi est plus important que le comment. Et ça, justement, c'est peut-être un des éléments que je trouvais vraiment intéressant dans le framework du design thinking. Généralement, quand on regarde l'innovation, il y a vraiment 3 composantes. Il y a la composante des gens, donc la désirabilité, est-ce que les gens ont envie de ce qu'on va produire. Il y a la viabilité, est-ce qu'il y a un marché pour ce produit. Et finalement, il y a la faisabilité, est-ce qu'on est capable de créer technologiquement cet élément-là. Et là où le design thinking est un petit peu différent, c'est qu'il attaque toujours par la perspective de la désirabilité et de la personne. Et je pense que cette centricité autour de l'utilisateur est vraiment pertinente, et c'est ce qui fait toute la force du design thinking.
Donc ensuite, j'ai pu faire ma 3A au pont à ME310, et encore une fois, ça a été extraordinaire. J'ai travaillé sur le projet Ingénieux, donc on a d'ailleurs la petite affiche à l'extérieur, et on s'est retrouvé, le brief c'était de repenser la caméra, l'optique du futur. Et encore une fois, à la fin de notre projet, donc là sur la photo, on a un réalisateur et un acteur qu'on a fait venir à Stanford qui venaient de LA, donc un vrai acteur et un vrai réalisateur. Et ils ont adoré interagir avec le produit. Et pour nous, c'était extraordinaire de les voir interagir, de voir les nouvelles idées qu'ils apportaient. Il y avait vraiment ce concept d'itération où nous, on avait itéré, on avait parlé à des gens, on avait une solution, et maintenant on les voyait l'utiliser. Et ça nous donnait de nouvelles idées pour même pousser le produit encore plus loin. Et tout au long de l'année, on est à nouveau retombé dans le triptyque dont je parlais. Donc il y avait l'empathie. Pour ceux qui connaissent le campus, vous reconnaissez le bar, le Descartes, qui est devant la résidence des 2A. Et on a assisté à énormément de tournages de films. On a assisté à des tournages en 3D, des tournages en 2D, des tournages un peu partout. On a interviewé beaucoup de gens dans le cinéma. Et tout ça, ça nous a permis ensuite de pouvoir créer des prototypes très rapidement avec des idées. Donc là, par exemple, on avait réalisé que dans le cinéma, il y a le rôle d'une personne qui est juste de régler la focale de la caméra à tout instant. Donc en fait, pour avoir le plan net au bon endroit durant une séquence, il y a une personne qui doit juste tourner la petite bague de focus sur la caméra pendant toutes les séquences qui sont filmées. Et donc pour savoir comment tourner la bague, ils sont obligés de mesurer toutes les distances sur la scène avant qu'elle soit filmée. Et donc on s'est dit, essayons de prototyper quelque chose où en fait le regard de la personne va déterminer où on fait le plan focal. Ce qui a été intéressant, c'est qu'en quelques heures, on a pu faire un prototype et on a réalisé immédiatement qu'en fait l'œil parcourt toutes les scènes de manière, c'est presque un mouvement brownien, ça va dans tous les sens, et du coup ça ne marchait absolument pas parce qu'on avait le focus qui se déplaçait dans tous les sens. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'était le fait de pouvoir prototyper rapidement. Ça nous a permis de poser une hypothèse et de très très rapidement la tester et la valider. On en avait d'autres où on disait, si on essayait de représenter physiquement le cadre pour savoir quand est-ce que quelqu'un va rentrer dans le cadre de la caméra et du coup va ruiner la scène. Et on avait d'autres où on s'est dit, comment est-ce qu'on peut utiliser, là en l'occurrence la Kinect, pour essayer de créer un univers 4D où on filmait à la fois le volume au cours du temps. Et grâce à ça, j'ai pu collaborer déjà avec des gens dans mon équipe qui étaient de parcours différents. On avait une designeuse, Coralie, qui est là. On avait un ingénieur en biochimie japonais. On avait l'équipe à Stanford. Et j'ai eu la possibilité aussi d'aller à l'incubateur Techstars chez Microsoft à Seattle pour aller aider une compagnie qui faisait des displays volumétriques, enfin des displays holographiques, et ils avaient besoin d'une capture volumétrique. Et donc ils m'ont fait venir en avion pour aller construire le petit rig qu'on voit là-haut qui filmait justement des images comme celles qu'on voit, qui permettait ensuite dans un display holographique de pouvoir montrer n'importe quelle scène qui avait été filmée. Et c'était encore une fois très intéressant de pouvoir interagir avec ces gens-là et de découvrir un petit peu comment une expertise pouvait s'insérer dans un projet plus global. Et voilà, donc vraiment ces 3 points, l'empathie, le hacking et la collaboration qui étaient extrêmement importants dans ME310. Et maintenant, un peu dans le day-to-day de Matt Koudou, on l'utilise énormément, le design thinking, sur des frameworks. Je pense qu'un des éléments qui est extraordinaire, c'est que ça donne un langage et un référentiel commun à toutes les équipes pour être sûr qu'on parle le même langage. Donc, par exemple, un des gros éléments qu'on a, c'est à chaque fois qu'on va développer un nouveau produit ou réfléchir à une feature, il y a encore une fois plusieurs éléments qui sont importants. Et donc là, on retrouve le problème qui est un petit peu le côté désirabilité, parce qu'on arrive à trouver quelque chose qui est désirable. La solution qui est un peu le côté est-ce que c'est faisable, et le marché, est-ce que c'est viable. Et en fait, à différentes phases de développement, on va réaliser que le design thinking est vraiment important pour pouvoir faire ces phases d'itération, valider qu'on a bien trouvé un problème, qu'on a une solution qui peut marcher, avant de passer dans la phase, j'irais un peu plus de manufacture, où on va vraiment développer le produit
et faire des itérations sur les features, où là c'est un peu plus détaillé, et pour ensuite aller sur la partie go-to-market, où là maintenant le but c'est vraiment d'avoir un produit qui est disponible sur le marché. Un second élément qui était vraiment intéressant, notamment dans ME310, c'est qu'on avait ces différents concepts de prototypes au cours de l'année. Et en fait, nous, on les réutilise énormément chez Matkoudou, encore une fois, pour avoir ces concepts communs et ces discussions communes pour dire, est-ce que là, on est en train de faire un prototype où le but, c'est de déterminer quelle est l'expérience utilisateur, ou est-ce que le but, c'est de déterminer quelle est la fonction critique? Parce qu'en fait, on va regarder le prototype de manière très différente. Si le but, c'est juste de faire l'expérience, on peut faire quelque chose qui est complètement faux, mais le but, c'est juste de voir comment un utilisateur va naviguer à travers le produit. Si le but, c'est de faire la fonction critique, dans ce cas-là, on a vraiment besoin d'avoir quelque chose de technique qui adresse une partie très fine. Et du coup, peut-être dans le day-to-day un peu de ce qu'on fait vraiment très concrètement, tous les mois, on organise des espèces de hackathons d'une demi-journée ou d'une journée dans l'équipe. Et on fait encore des petits... on joue encore avec du carton. Mais je pense que ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est de forcer en fait le muscle du design thinking à constamment travailler. C'est comme tout, c'est un muscle, il faut l'entraîner, il faut constamment le faire. Il faut faire ces cycles de réfléchir à qu'est-ce qui serait intéressant de construire, pourquoi c'est intéressant de le construire, comment est-ce qu'on le construit, comment est-ce qu'on valide l'hypothèse que c'était effectivement intéressant, et maintenant comment est-ce qu'on le présente et comment est-ce qu'on réfléchit à l'amener sur le marché. Et ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup d'employés dans l'entreprise, ça leur a permis de créer des features ou des morceaux du produit qui sont aujourd'hui live sur tous nos clients, alors que c'était des gens qui étaient des ingénieurs potentiellement juniors, mais parce qu'ils étaient juniors, ils avaient aussi cette approche un peu ingénue face au challenge de nos clients, et par conséquent, ils avaient la possibilité de voir des choses que nous, avec le point de vue expert, en fait, qui nous échappaient. On utilise énormément de post-it chez Matkoudou. Je pense que c'est un des gros points que j'ai vraiment appris avec le design thinking. C'est bête, mais vraiment, faire du brainstorming, c'est extrêmement dur. Faire un bon brainstorming dont on va sortir quelque chose, c'est vraiment très dur. Et trouver un bon modérateur pour ça, c'est encore plus compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que après avoir fait, quand on a commencé Matkoudou, on a été incubé par Techstars à Boulder, qui est un grand incubateur aux États-Unis, et ils nous ont réappris à faire du brainstorming. Et pour beaucoup de gens, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et le fait d'avoir un timer pour savoir combien de temps on se donne sur chaque phase, être capable vraiment de ne pas dire non et de construire sur ce que les précédents ont pu dire, c'est vraiment critique. Et sur la photo, c'est mon cofondateur Paul, qui est un ingénieur nucléaire de Polytechnique, qui a fait Polytechnique puis Berkeley, et qui, quand on a commencé Matkoudou, était peut-être un peu moins souple et un peu moins sur le brainstorming. Et ça a été vraiment intéressant, encore une fois, d'avoir ces concepts, d'avoir ces termes, pour arriver à l'amener à adopter cette méthodologie, à vraiment comprendre qu'est-ce qu'on essayait d'en tirer, et à vraiment adopter ça en interne sur tous les plans. Peut-être le dernier point, la centricité autour du client, c'est quelque chose qui est vraiment core chez Matkoudou. Enfin, c'est une de nos quatre valeurs. On teste tous les candidats qu'on embauche là-dessus. Dans l'entreprise, on a un mur sur lequel on met tous les logos de nos gros clients. On n'arrête pas de les rajouter. On a un mur où on met toutes les photos qu'on peut avoir de clients qui font des présentations avec les logos de Matkoudou ou qui parlent de nous. Et je pense à la fin, c'est vraiment là de ça qu'on retire notre plus grande fierté, c'est le fait d'avoir des utilisateurs qui sont heureux de nous utiliser et qui nous utilisent. Et donc pour conclure, j'ai un peu insisté là-dessus, mais je pense que pour moi, ça a été la partie la plus importante dans toute mon interface avec le design thinking, c'est de comprendre à quel point l'empathie et critique commençait par cerner le besoin, que ce soit par le need finding ou juste vraiment créer de l'empathie, qui n'est pas forcément quelque chose, je trouve, qu'on développe très bien chez les ingénieurs aujourd'hui. Le côté du hacking, moi j'adorerais qu'il y ait des cours de hacking où on nous demande en fait de trouver une solution qui nécessite le moins d'efforts. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable à arriver à résoudre un problème en mettant le moins d'efforts possible.
parce que ça permet d'aller très vite à des solutions pour tester nos hypothèses. Et finalement, je pense que la collaboration, c'était un dernier élément qui, pour moi, était vraiment nouveau, de travailler avec des gens qui avaient une perception différente, une compréhension différente des problèmes, un langage différent. Et ça m'a vraiment fait réaliser à quel point les frameworks sont importants, parce que quand on est juste entre ingénieurs, oui, on a le même langage, on a le même background, on a la même éducation, et par conséquent, c'est facile de communiquer. Mais communiquer avec des gens qui n'ont pas les mêmes référentiels, ça nécessite de définir des frameworks, et je pense que les frameworks du design thinking sont justement très bien faits pour ça. Voilà, comme j'ai dit, j'étais très content d'être là. N'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, soit à venir me voir, soit m'envoyer un email, c'est assez facile. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous demander d'excuser mon français. C'est un défi sans fin pour moi, alors merci d'avance pour votre patience. On m'a demandé de parler aujourd'hui de mon expérience en tant que membre de la D-School et de la manière dont elle a façonné mon identité d'ingénieur en herbe dans le Silicon Valley et à consultante encore un peu naïve à Paris. J'ai pris le cours ME310 de 2013 à 2014 dans le cohorte de Stanford. Mon équipe a collaboré avec les étudiants qui venaient de Hefei, Chine, sur un projet avec Microsoft. Le brief était de concevoir et de prototyper un wearable qui augmente et étend les capacités de l'homme et de son environnement. Avec un brief si large, c'était très facile de partir de nombreuses directions. Nous avons exploré les sujets autour de la santé, comme les masques filtres à air, le tracking de motion et même comment nous pourrions améliorer la conception de préservatifs. Nous avons également expérimenté avec un concept qui pouvait rapprocher les gens grâce à un appareil qui pouvait notifier le porteur de personnes autour d'elle avec des intérêts partagés. Pour nous, les défis les plus difficiles à surmonter étaient de se débattre avec l'ambiguïté du problème et du brief et de trouver de vrais insights d'utilisateurs. Avait-il vraiment un besoin d'un appareil pour leur dire que la personne à côté est fan de Beyoncé? Tout le monde l'est, non? Quelle idée était le plus convaincante pour les utilisateurs? Quels sont les vrais besoins? Pour nous, le meilleur moyen d'y voir clair et de répondre à nos questions était de construire. Des prototypes peu fidèles avec une esthétique questionnable, hyper artisanale, à des prototypes Wizard of Oz qui créent une expérience pour les utilisateurs sans en réaliser la fonctionnalité technique. Nous avons été capables de collecter les retours des utilisateurs très vite et mieux comprendre la faisabilité des produits. Ce n'est qu'à la fin de notre trimestre d'hiver que nous sommes tombés sur notre idée finale. En fait, c'était pendant notre voyage chez notre partenaire en Chine, nous sommes devenus nous-mêmes nos utilisateurs finaux. Pendant que nous essayons de naviguer dans les rues chinoises, en essayant de profiter un maximum de découvrir un pays étranger, nous nous sommes retrouvés à constamment regarder nos portables pour vérifier si nous allions dans la bonne direction. C'était tellement frustrant de manquer toutes les joies du voyage. Nous nous sommes demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas fluidifier l'expérience de voyager, la rendre plus harmonieuse en nous libérant de notre dépendance à nos portables? Et c'est comme ça Romu est né. Romu était un brassard de navigation haptique jumelé avec une application mobile. Des moteurs de vibration incorporés permettaient de notifier le porteur quand il devrait tourner et dans quelle direction. Il suffisait à l'utilisateur de saisir sa destination dans l'application une seule fois
et de se laisser guider par le brasseur permettant de profiter et regarder son environ. Nous avons immédiatement construit un premier prototype à mettre sur les anges pour tester dans les roues. Les retours ont été extrêmement positifs, mais la position sur les bras s'est révélée être l'idéal pour sentir les signaux vibratoires sans que le brasseur soit ressenti comme étant inconfortable ou envahissant. Nous avons présenté notre projet à Expi en juin de cette année-là, complètement épuisé mais tellement fier de chemin parcouru et de son résultat. Après Stanford, j'ai trouvé un emploi chez Apple en tant qu'ingénieur mécanique de prototype au sein du groupe Special Projects. Bien que je ne puisse partager aucune information sur les produits sur lesquels j'ai travaillé, je peux parler généralement des activités, ce que j'y ai fait. Mon mission était de déterminer si une fonctionnalité donnée avait un avenir dans le futur produit. Et comme ME310, la seule façon de le valider était de construire, tester, échouer et encore construire. Nous avons abordé le défi de deux manières. La première, en comprendre le type d'expérience que nous voulions les utilisateurs aient. Et la deuxième, de définir les technologies nécessaires pour rendre cette expérience réelle. Au début de la processus de la conception, j'ai traité ces deux approches de manière séparée. Pour tester une expérience avec les utilisateurs, j'ai utilisé souvent des prototypes que je devrais actionner manuellement et des prototypes Wizard of Oz. On pourrait penser lorsqu'on voit un iPhone ou Watch que les prototypes précédents avaient de niveaux de fidélité similaires en termes de fonctionnalité ou d'esthétique, mais ce n'est pas le cas du tout. Il y a autant de pistolets à la colle, de soudure rapide et au scotch qu'au début de tous les projets de ME310. En parallèle, parce que le principe de conception est le même soit en classe ou dans l'une des plus grandes entreprises de tech. La plus importante chose est de tester la validité du concept le plus tôt et le plus vite possible. En parallèle, j'ai cherché, discuté avec les fournisseurs et faisais du benchmarking pour identifier les technologies précises, les logiciels et les mécanismes que nous pourrions exploiter pour réaliser un prototype entièrement fonctionnel. Au fur et à mesure que l'expérience devenait plus concrète, au fil des itérations et des tests, les retours m'ont aidé à développer un cahier de charges technique pour définir et construire les prototypes suivants, qui combinent l'expérience globale avec les différentes technologies. Et seulement à ce moment-là, les prototypes ont commencé à, entre guillemets, plus ressembler à de l'Apple. Avec mon expérience de ME310, j'ai appris à être agile, à valoriser l'importance d'expérimentation, de prototyper rapidement pour avoir des retours. Je n'avais pas été embauchée parce que je connaissais très bien une technologie. C'est en outre le fait que je n'avais pas peur d'apprendre de nouvelles choses, d'essayer des choses pour réaliser le prototype et d'appliquer la méthodologie de design thinking pour trouver des solutions. Ainsi, mon expérience avec ME310 m'a appris à être courageuse et confiante de m'attaquer à n'importe quel défi de conception. Après 2 ans chez Special Projects, la vue d'ensemble en haut du cycle complet de développement d'un produit a commencé à me manquer. En tant qu'ingénieur de prototype, j'étais plongée dans la conception d'une expérience, mais c'était très en amont de la processus.
ce que je voulais faire ensuite était de comprendre comment exécuter un produit à l'échelle de millions. C'est là où Apple excelle vraiment. Donc, j'ai rejoint un autre groupe, Apple Watch Accessories, en tant que chef de projet, où j'ai travaillé sur beaucoup de programmes de bracelets. J'étais en charge de suivre et coordonner la collaboration entre toutes les équipes de design, de finance, ingénieurs mécaniques, opérations, afin d'aboutir de produits avec des échéances très très courtes. J'ai créé et géré les calendriers toujours en surveillant tous les points qui présentent des risques élevés et de déterminer avec les équipes interfonctionnelles les solutions alternatives et l'impact de chaque changement, ou en amont ou en aval. Dans ce rôle, elle s'appuyait sur mes expériences de ME310, notamment quand vous devez porter plusieurs casquettes à la fois. Et il s'agit en grande partie de comprendre et communiquer efficacement avec votre équipe, chaque membre venant des différents domaines de compétences et d'intérêts. Étudiants, il faut que vous étudiez les utilisateurs, génériez des idées, construisiez les prototypes, gériez le timing, le budget, tous. Or, typiquement, les grandes entreprises ne sont pas organisées comme ça. On ne prend pas part de manière égale de tous les aspects du processus. Peut-être que vous serez ingénieur ou en charge de recherche sur les utilisateurs, mais en fait, cela ne fera que renforcer vos contributions d'avoir été formé avec une approche holistique de design thinking pour comprendre chaque étape de la développement d'un produit. Cela permet de comprendre les motivations, les perspectives et les actions de toutes les équipes transversales et afin de collaborer et négocier et finalement livrer le meilleur produit sur les différentes contraintes, qu'elles soient financières, temporelles, techniques, etc. J'ai réalisé que j'étais capable d'appliquer mes outils de design thinking, lancer des produits à grande échelle et à concevoir de nouvelles expériences chez Apple, mais également je pouvais traduire ces compétences sur les projets avec des impacts positifs plus durables. Donc, j'ai quitté Apple en février de cette année et rejoint l'entreprise Possible Future à Paris, toujours à la recherche de nouveaux défis et des opportunités de do good. En fait, j'ai trouvé une entreprise qui mieux incarne la méthodologie et l'esprit de design thinking que tous les postes que j'ai pu avoir. Dans ce cadre de studio d'innovation, nous travaillons avec les grandes équipes et attaquons les challenges en 3 phases. La première, exploration et immersion. Le deuxième, idéation. Et le troisième, prototypage, avec beaucoup d'itérations dans chaque phase. Ça veut dire quelque chose? Notre travail est avant tout centré sur l'utilisateur, ce qui signifie que nous essayons de concevoir et créer ces solutions que les gens utiliseront réellement. Pour ce faire, nous faisons des recherches approfondies auprès des utilisateurs par l'observation, l'immersion sur le terrain, les entretiens, toutes les compétences et les activités de design thinking. Ce n'est qu'en quittant le bureau, en discutant avec les gens, en découvrant leur environnement, que nous pourrons commencer à recueillir des vrais apprentissages. L'autre dimension essentielle de notre mission chez Possible Future est que nous essayons de travailler sur les projets d'impact positif. La durabilité est un sujet très populaire maintenant
que toutes les grandes entreprises commencent à prioriser. Pas seulement en raison de l'impatience et les demandes des consommateurs et des régulations, mais grâce au fait que les entreprises se rendent compte que si nous n'agissons pas maintenant, ils n'ont pas d'avenir dans ce monde. Notre rôle en tant que consultant d'innovation est d'apporter et enseigner la méthodologie et la technique de design thinking et de les aider à piloter des solutions pour les grandes entreprises à la vitesse d'une start-up. Tous les projets commencent avec un brief, exactement comme les projets de ME310, comme comment pouvons-nous réinventer la consommation de l'eau minérale dans la cuisine ou apporter le yaourt dans les magasins en vrac. Nous utilisons la méthodologie pour créer des vraies solutions et tester avec les utilisateurs. De plus en plus, les grandes entreprises adoptent cette façon de design thinking qui a fait ses preuves à maintes reprises de regarder les problèmes avec la perspective des utilisateurs. Nous transformons le design thinking en design doing afin de relever les défis actuels en matière de développement durable. En fin de compte, mes expériences de ME310 ont eu d'influence énorme et ont facilité chaque étape de ma carrière professionnelle et m'aider à confronter les challenges plus importants que les bracelets de Apple. Non seulement j'applique toujours la méthodologie de design thinking dans mon travail ancien et actuel, mais également l'intrépidité, le can-do attitude de m'attaquer tous les défis que je croise. Lorsque vous avez la boîte d'outils avec le bon ensemble d'outils, vous vous sentez vraiment invincible à trouver des solutions innovantes et pertinentes. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je suis très content d'être là à nouveau, cette fois-ci avec une autre... ouais, c'est vrai que j'ai changé d'emploi, mais... voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon expérience la plus récente. Je vais aller très vite sur les autres choses que j'ai fait, parce que je pense que l'expérience que je commence à avoir ici au ministère du Travail est tellement riche que je voulais surtout me focaliser là-dedans. Mais je ne peux pas commencer sans, bien sûr, répondre à la commande de Fabien, de parler de mon projet ME310. Du coup, voilà. J'ai travaillé dans les projets ME310 pour Valeo, une entreprise d'équipement automotrice. Et pour eux, mon premier projet était celle de comment améliorer l'expérience des conduites de la voiture semi-autonome dans les embouteillages. Pour le faire, on avait une équipe géniale, on était 8, donc 4 aux États-Unis, 4 en France, avec des métiers et des cultures extrêmement différents, très variés. Et du coup, on a, comme vous avez entendu, et vous connaissez peut-être le design thinking déjà, et je vais aller très vite, donc on est parti sur les terrains, voir quels étaient les besoins des utilisateurs. La première chose qu'on a vue, c'était qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, les voitures n'étaient pas conçues pour offrir les fonctionnalités d'un téléphone aux utilisateurs. Chaque fois qu'il y avait un feu rouge, les gens avaient l'envie, qui peut pas être, même si c'était contre la loi, voilà, de sortir leur téléphone et envoyer un petit message texto. Et du coup, les choses qu'on a vues, c'était que chaque fois que les gens conduisaient, ils rangeaient les téléphones de manière très différente. Voilà. Donc, à l'époque, bon, ça c'était en 2013 déjà, donc ça a changé un petit peu, mais pas assez encore. Les gens avaient besoin de leur téléphone et de leurs fonctionnalités, et il n'y avait pas une manière de le faire. Du coup, on est parti, comme Katie et Francis l'ont dit, pour faire des quick and dirty prototypes.
Et du coup, on a dit, ouais, si on mettait un clavier dans les volants, et si on fait ceci, on fait cela. Il y avait des gens qui disaient, mais si de toute façon, si la voiture est semi-autonome, ça veut dire qu'elle peut se conduire toute seule dans certaines situations, on n'a plus besoin des volants. Donc on a enlevé le volant. Et puis après, on a fait des prototypes sans volant, et les gens disaient, ouais, mais il est où mon volant? J'ai pas le contrôle. Et du coup, on a remis le volant. Et donc, on a enlevé le volant, on a ajouté plein de parties à la voiture. Et à la fin, on a eu 2 résultats qui étaient super intéressants. Le premier, après plusieurs itérations, et bien sûr un travail continu de la part des Valeo, ce n'était pas juste nous qui l'ont fait, mais après Valeo a continué. Et c'était la création des Movius, qui est un système qui permet de recopier les fonctionnalités les plus importantes du téléphone dans son système dans la voiture. Et du coup, maintenant, les gens vont pouvoir enfin utiliser de manière safe leur téléphone dans la voiture. Donc, premier résultat, il y a un produit qui est conçu, centré sur les besoins des usagers et pas juste la technologie, qui sort, qui avance. Et le deuxième résultat, c'était que comme ce produit a été un bon symbole de comment on pouvait utiliser ce type de méthode, ça a permis à Valeo de créer un laboratoire d'innovation qui s'appelle le CarLab. Ces laboratoires d'innovation ont permis un changement culturel dans l'entreprise et aujourd'hui il y a beaucoup de CarLab dans différents pays. Mais je ne vais pas parler beaucoup de ça parce qu'en fait Jean-Patrick et Raphaël vont parler en sur 15, du coup voilà quoi. Donc vous allez entendre l'impact que ça a pu avoir. Donc les projets M310, ça m'a permis de comprendre que le design thinking allait au-delà d'une méthode. Le design thinking, c'était déjà agir avec empathie, mais aussi concevoir avec méthode. Donc il y a les méthodes, mais aussi c'est parti d'aller consulter les experts qu'on ne consulte pas assez. Et ces experts, c'est les experts du vécu, les gens qui vivent les choses. Donc, après, j'ai compris, après avoir fait ces projets-là, j'ai fait plusieurs projets dans le social avec des acteurs politiques et d'autres, laboratoires d'innovation, innovation sociale et d'autres types de projets avec ces principes-là. Mais les choses que j'ai compris, c'était qu'au-delà de la méthode, il y avait aussi besoin d'un état d'esprit, d'une manière de faire les choses. Et comme c'est là, on s'est creusé la tête avec quelques amis en pensant comment on pouvait les faire pour transmettre ce type d'apprentissage. Comme je n'ai pas trouvé une manière de le faire à l'oral, je vais faire un exercice. Donc j'aurais besoin de 10 personnes dans cette salle. Mais bon, au début, ils m'ont dit, ouais, mais personne ne va monter. Mais bon, je dis, mais c'est quand même la conférence de design thinking, du coup, c'est des gens bienveillants, c'est cool et tout. Bon, donc j'invite 10 personnes à venir ici parce que je voudrais les montrer, mais avec un exercice. C'est très difficile de le montrer avec des mots. Voilà. Ok, 9 c'est bien. Wow, ok. Donc, les premières choses que je vais vous demander, c'est un exercice qui s'appelle les sacs des nœuds. Déjà, cet exercice, vous pouvez l'utiliser dans le cadre de votre séminaire, dans votre entreprise, à l'État, peu importe. C'est pour transmettre des valeurs très fondamentales. Je vais vous montrer comment. Donc, d'abord, j'ai besoin de quelqu'un qui a déjà géré des équipes, qui a pu gérer une équipe ou un projet, qui peut venir. Ok, super. Donc, vous allez se mettre à côté de moi. Et du coup, les autres, vous allez prendre la main et vous allez faire un cercle. Vous allez vous prendre par la main, faire un cercle et ne pas dépasser cette limite-là. Donc, on se prend par la main. Voilà, top. Et donc, on ne dépasse pas ici. Ok, voilà. Et donc, les choses qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'en mêler. Donc, on va s'en mêler sans lâcher la main. Ok? Donc, doucement, voilà. Très bien. Super. Donc, c'est super. Maintenant, l'expert, qui est, comment vous s'appelez? Coralie. Coralie est l'expert. Et donc l'expert va donner des instructions pour démêler ces nœuds-là, mais il ne peut pas toucher personne. Okay? Et vous allez être très solidaire avec les instructions, c'est-à-dire que vous allez les suivre, mais vous ne pouvez pas l'aider. En fait, c'est l'expert, elle va montrer comment il faut faire. Donc, vous pouvez le faire, allez-y, faire des instructions. Stéphana, est-ce que vous pouvez lever votre bras gauche et tourner légèrement votre corps, voilà, par là. Merci, très bien. Ça risque d'être un petit peu long.
J'ai tout le temps que je veux. Est-ce que vous pouvez baisser vos bras, bien sûr. Alors, Sophie, ou en plus un bras en courageuse, on va libérer madame. Sophie, passez au-dessus de Benjamin qui est derrière vous. Voilà. Alors, Benjamin, est-ce que tu peux faire un demi-tour sur toi-même? Voilà, parfait. C'est mieux ou c'est moins bien? De ce côté-là. Ah, il y a une victime par là. J'arrive. Alors, qui est dans la peine? Et je vais essayer de ne pas me suicider vers l'arrière. Alors, est-ce que vous pouvez... c'est vous... Oui. Ok. Donc, maintenant, on va lâcher les mains. Merci, Coralie. Donc, c'est compliqué. Hein. Ok. Maintenant, les choses qu'on va faire, c'est... on va intégrer Coralie. On va reprendre les mains. Et on va intégrer Coralie, cette fois-ci, dans le cercle. Ok. Sans dépasser cette partie-là. Ok. Et maintenant, dans ces 50 ans, cette fois-ci, on va s'en mêler à nouveau. Ok. Ne lâchez pas les mains. Pareil. Mais Coralie est à l'intérieur. Donc, on va s'en mêler à nouveau. La dernière fois. Ok. Et quand je vous dis, vous allez vous démêler. Ok. Donc, 1, 2, 3. Démêlez-vous. Démêlez-vous, 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 démêlez-vous. Revenez à la position initiale. Ok. Attention. Ok. Super. C'était... Merci beaucoup. Donc, vous pouvez lâcher les mains maintenant. Voilà. Et donc, avant de descendre, j'ai juste 2 questions. La première, qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois? La première fois que vous avez fait de l'exercice, donc la première itération, qu'est-ce que vous avez ressenti? Tout est possible. Fonçons dans le tas. C'est pas grave. C'est Coralie. On se connaît. Elle comprendra. Okay. Elle comprendra. C'est comme un jeu, en fait, comme un jeu de X de Michelin. Quand on était petit, on était dans le sable, on avait un jeu X qui est de l'emblème de Michelin qui était démonté et on avait 30 minutes, c'était chronométré pour pouvoir le remettre. C'est comme un jeu, ok. Dans la tâche de se démêler, qu'est-ce que vous avez ressenti? De la frustration. On a envie d'aider, on a envie de participer et quand on attend d'être guidé, voilà. Enfin, moi, je me sentais frustrée. Ok, il y a beaucoup de frustration, on veut aider. La sensation qu'elle ne comprend pas ce que nous on ressent, parce qu'en fait, nous on sait exactement qu'il faut qu'on passe notre bras à tel endroit et qu'on va être libéré plus rapidement, mais elle, en le voyant, elle ne peut pas le ressentir, donc même si ça ne marche pas, c'est plus compliqué. Je vois, tout à fait. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous avez ressenti la seconde fois, donc la 12e partie? C'était immédiat, super rapide. Oui. Ok. Pareil, très rapide. Moins compliqué. Moins compliqué. Plus simple, non. Donc plus simple. C'est parce que nous, on connaissait la solution, donc c'était facile de se redémêler. C'était facile de se redémêler parce qu'on connaissait la solution. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Donc je vous invite à continuer à me voir. Okay. En fait, cet exercice, ça permet de ressentir un des principes importants et fondamentaux de design thinking, et pas que de design thinking, mais aussi de développement humain. On a vu, normalement, cet exercice, on l'a fait, je le fais plusieurs fois, et un expert, normalement, prend 5 minutes à démêler les nœuds. Une équipe des 30 personnes peut prendre juste 20 secondes pour se démêler. Ici, les choses que vous avez vues, on a fait 1 minute 30, et pour se démêler, c'était 7 secondes. Les choses qu'on voit entre la première et la 12e fois, c'est un parallèle assez clair sur les effets de la hiérarchie, souvent, dans les équipes. Vous avez vu, il y a quelqu'un qui va dire comment démêler les nœuds. Et les gens eux-mêmes, ils disaient, mais en fait, je me sens frustré, on veut aider. Nous, on sait exactement ce qu'il faut faire, parce que c'est nous qui se sommes mis. Il y a aussi, vous voyez, les gens, c'est leur corps, donc ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent bouger. L'expert disait, ouais, en fait, levez ces bras-là. Non, mais je ne peux pas, là, ça va me faire mal. Et c'est un parallèle qui est assez fort et que je revois souvent dans toutes les organisations, c'est ce fait de
des fois, ne pas penser avec les gens nous empêche de voir la vraie solution. Parce que les gens connaissent la solution à leurs problèmes bien mieux que nous. Donc avec les sacs de nœuds, j'ai appris aussi que un des principes importants pour l'application de design thinking, c'était favoriser l'intelligence collective. Comment on peut utiliser les cerveaux qui sont présents pendant les temps qu'on a avec eux. Et pas juste une personne qui parle et les autres qui écoutent dans les meilleurs des cas. On a fait cet exercice dans différents endroits, donc dans des laboratoires d'innovation ou avec des équipes des différentes entreprises. Il y avait, j'ai constaté que ce type d'exercice aidait à faire émerger cette envie de liberté, cette envie de participer dans les solutions. Mais aussi, ça faisait émerger exactement les choses que vous avez dit, c'est la frustration. Et cette frustration est de plus en plus grande dans notre société aujourd'hui. C'est pas juste ici, mais partout dans le monde aujourd'hui, il y a plein de manifestations, plein de grèves, des gens qui demandent aux institutions de faire autrement, d'échanger la manière de concevoir des solutions aux problématiques d'aujourd'hui. C'est le cas aussi en France. Les baromètres de la confiance politique montrent qu'en France, les 76% des personnes éprouvent des sentiments négatifs envers la politique, de la méfiance, du dégoût. Et même, on a l'impression que les gens veulent pouvoir un peu détruire pour pouvoir reconstruire après. Donc il y a une espèce d'aller contre les institutions. C'est pour cette frustration. Aujourd'hui, la question que, je pense que vous l'avez bien entendu, chacun de nous a aussi une pulsion interne et une envie d'aller vers quelque chose. Moi aujourd'hui, je me pose cette question-là, comment améliorer l'expérience de son pays pour les citoyens? Et c'est pour cela que j'ai rejoint le ministère du Travail. Et dans le ministère du Travail, bien évidemment, les principes de design thinking m'ont accompagné. On accompagné déjà depuis 6 ans. Et ils m'ont accompagné là-bas. Et du coup, avec le design thinking, on commence par connaître un peu l'environnement et savoir vers où on veut aller. Du coup, aujourd'hui, j'ai compris qu'il y avait un levier d'action de l'État au ministère du Travail. Cet levier s'appelle l'appel à projet. L'appel à projet est un dispositif dans lequel, normalement, on va faire un appel à beaucoup de gens. Ils vont proposer des dispositifs. Et nous, on va financer ces dispositifs et après 3 ans, on va venir évaluer si le dispositif a atteint les objectifs qu'il avait proposés. Si oui, on le généralise, sinon, on change de dispositif. Du coup, on s'est dit, on a l'appel à projet pour pouvoir faire des changements. Du coup, comment on pourrait faire au ministère du Travail pour faire ces changements-là et vers où on veut aller? On s'est proposé d'échanger l'État comme un État qui seulement propose des choses et un État qui peut créer des plateformes pour que les gens puissent co-construire avec eux. Finalement, l'État n'est qu'un bien commun. L'État nous appartient à tous. C'est l'histoire et les plans de révolutions qui ont été faits et les plans de changement qui ont été faits qui a construit l'État. Et aujourd'hui, pouvoir co-construire dans cet État, c'est ce qui pourrait changer la dynamique la dynamique des transformations de l'État et bien évidemment la dynamique pour trouver des solutions. Donc aujourd'hui, nous avons installé dans les ministères un comité de bénéficiaires. Normalement, c'était qu'un jury et un comité d'experts et un comité d'engagement, c'est-à-dire les hommes et femmes politiques, qui décidaient de quel dispositif on allait financer. Aujourd'hui, on invite les gens qui sont bénéficiaires de ces appels à projets à juger si l'appel à projet est pertinent ou pas. Du coup, on a des choses assez intéressantes. Des gens qui disent « Ouais, mais c'est intéressant les choses que vous disiez, mais nous, on habite dans une zone blanche. Du coup, votre app, on ne peut pas l'utiliser. » Et du coup, les gens disent « Ah ouais, ok, bon, nous, on n'avait pas pensé à ça. » Et il y a des échanges et les bénéficiaires sont capables de décider qu'est-ce qui est le mieux pour eux et donner un avis. On a fait aussi des ateliers avec les porteurs de projets. Donc, une fois on a financé un lauréat, un porteur de projet, on les réunit et on crée des ateliers d'intelligence collective dans lesquels les gens ne font pas seulement faire émerger quelles sont les barrières qu'ils retrouvent dans leur territoire pour mettre en place les dispositifs qu'ils sont à mettre en place, mais aussi ils trouvent des solutions rapides pour ce type de changements qui sont besoin. Et aussi, on fait des ateliers avec les services publics. Donc, Pôle emploi, mission locale dans une région. Là, c'était à Marseille, donc tout PACA, Provence et Côte d'Azur, Alpes, Côte d'Azur. Et du coup, là-bas, on a réuni Pôle emploi, direct, mission locale, lauréats et bénéficiaires pour voir quelles sont les barrières pour réduire les chômages dans cet endroit-là. Et c'est eux qui proposaient des choses. Du coup, les lauréats qui étaient financés et qui ont
un budget pour pouvoir faire des choses innovateurs. Et aussi les gens qui sont les bénéficiaires de ces appels à projets, qui n'est pas seulement finalement les bénéficiaires qui n'ont pas d'emploi, mais aussi pour l'emploi mission locale, qui sont une mission d'aider cette personne-là, travaillent ensemble pour pouvoir faire émerger des solutions. Donc aujourd'hui, on essaye d'insuffler ces principes de design thinking sans l'appeler design thinking, parce que bien évidemment, les méthodes design thinking, déjà c'est deux mots en anglais, donc c'est assez compliqué de faire passer là-bas. Et c'est vu comme quelque chose... Des gens me disaient, ouais, de la méthode post-it. Du coup, les choses qu'on a fait, c'est à la place de l'appeler design thinking, c'était juste, bon, mais il y a les principes derrière. Il y a l'intelligence collective, il y a l'empathie. Et du coup, les choses qu'on met en place, c'est un État qui n'est pas seulement financeur, mais qui est aussi accompagnateur et apprenant. En mai 68, il y a les accords des Grenelles qui ont été signés. Donc il y a Georges Pompidou et tous les représentants des syndicats et tout ça qui ont signé ces accords. C'était la France qui disait, mais en fait, on n'est pas d'accord avec les institutions qui existent aujourd'hui et on veut ramener de l'humain à nos politiques. Il y a 4 jours, il y a eu les bénéficiaires du comité de bénéficiaires de notre appel à projet qui sont rentrés dans la salle Grenelle parce qu'ils étaient en train de juger si les projets qui étaient proposés pour eux étaient pertinents ou pas pour leur situation. Au ministère du Travail, j'ai appris que c'est très important de respecter une dynamique apprenante et c'est très important d'expérimenter ensemble et que c'est possible. Certes, c'est compliqué, des fois on ne sait pas comment faire, on n'a pas les compétences pour faire des ateliers tout le temps, mais il y a sûrement des gens qui l'ont. Et il y a sûrement des espaces qu'on peut créer pour écouter les gens. Les quelques apprentissages que j'ai pu vous amener aujourd'hui sont tous orientés vers comment agir avec les citoyens. Donc, quelques tips, c'est poser la question par où commencer. Ça change tout. Si on a une commande, on a un brief, on peut commencer où? Quels endroits vont être riches en inspiration? Quelle immersion je pourrais faire? Est-ce que je peux prendre un fauteuil roulant et tester si la SNCF est apte pour les personnes en situation de handicap? Oui, non? Voir qu'est-ce que les personnes éprouvent. Avec qui je peux réfléchir? Qui sont les personnes qui vont être impactées par les produits que je suis en train de construire? Est-ce qu'eux-mêmes, ils savent mieux la solution que moi? Du coup, avec qui je vais réfléchir? Comment tester ma solution? Avec carton, papier? On peut tester déjà si les hypothèses sont vraies ou si on peut valider ces hypothèses. Et ça, c'est une autre chose que j'ai trouvé super intéressante. Jacques Chirac, il voulait convaincre les gens de créer la pyramide des musées du Louvre et ils ont fait un prototype il y a 30 ans. Aujourd'hui, le musée du Louvre est là. Donc, quel prototype je peux faire? Vous voyez, là, c'était un gros machin. Et on a fait un prototype. Du coup, quel prototype je pourrais faire? Donc, cet apprentissage, c'est ce qui m'accompagne aujourd'hui au ministère. C'est pas forcément... Je ne l'appelle pas tout le temps design thinking pour une question des cultures, des rencontres des cultures, qui est normal. Mais il y a favoriser l'intelligence collective, agir avec empathie, concevoir avec méthode, expérimenter ensemble et favoriser une dynamique apprenante. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre échelle? Je voulais vous laisser ici pour démarrer. J'ai réuni pendant 5 ans quelques toolkits, articles et plein de choses. Du coup, vous scannez cette QR code et vous pouvez avoir accès à ces ressources que j'ai pu trouver. Et j'espère que ces apprentissages plus ces ressources ont pu répondre à mon intention de vous partager qu'est-ce que j'apprends encore aujourd'hui et qui était façonné par la manière de faire du design thinking. Merci beaucoup.